commencer. Donc, c'est l'enfant Shekr, âgé de 8 ans, de sexe masculin, originaire de Tela, transféré de l'hôpital de Kasserine pour syndrome œdémateux. Il n'y avait pas d'antécédents familiaux, en particulier pas de néphropathie familiale. Il n'avait pas d'antécédents personnels pathologiques particuliers, mais il avait une toux sèche évoluant depuis 2 mois. À l'examen, il était eutrophique, il avait un poids à 22 kg de sang, une taille à 1,25 m, il avait des œdèmes palpébraux bilatéraux, œdème des membres inférieurs, blanc, mou gardant le godet, hydrocèle bilatéral, une acide de faible abondance, il n'y avait pas de signe d'hypertension portale. À l'examen du culot urinaire, les urines étaient rouges et l'abstix, il avait une protéinurie à 3 croix, hématurie à 3 croix, il n'avait ni glucosurie ni acétonurie. L'examen cardiovasculaire était normal avec une fréquence cardiaque à 74 battements par minute et l'auscultation cardiaque était sans anomalie. Il était eupnéique, il n'y avait pas de crépitant et l'examen neurologique était sans anomalie. Donc là, vous avez l'application Slido à votre droite. Vous devez vous inscrire pour pouvoir répondre au quiz. Donc la première question, alors, quelle est l'origine des œdèmes? Cardiaque, hépatique, rénale, allergique ou d'origine de la malnutrition? Inscrivez-vous à l'application Slido pour pouvoir répondre au quiz. À votre droite, vous trouvez l'application Slido. Alors, s'il vous plaît, encore, je veux plus de participants, s'il vous plaît. Alors. Ils ne sont pas encore inscrits à l'application Slido, s'il vous plaît, vous la trouvez à votre droite pour pouvoir répondre aux questions. Alors, on peut commencer? Alors, donc, les œdèmes sont d'origine cardiaque, hépatique, rénale ou allergique, donc elles sont d'origine rénale. En fait, la formation des œdèmes, elle est secondaire à une altération de l'hémodynamique capillaire, puis la rétention d'eau et de sodium. L'altération de l'hémodynamique capillaire, elle est favorisée par l'augmentation de la pression hydrostatique, la diminution, comme dans le cadre, selon la force de Starling, comme dans le cadre de l'insuffisance cardiaque et l'hypertension portale, une diminution des pressions oncotiques dans le cadre des syndromes néphrotiques et l'insuffisance hépatocellulaire à moindre degré, et enfin une augmentation de la perméabilité capillaire dans le cadre de l'origine allergique. Et là, en fait, c'est la clinique qui prime pour pouvoir faire la part des choses. Et donc, pour notre patient, donc très bien, donc 91% ont bien répondu, bel et bien, les œdèmes sont d'origine rénale. Pourquoi elles sont d'origine rénale? Parce que là, c'est la clinique, encore une fois, qui prime, parce que ce sont des œdèmes blancs, mous, gardant le godet. Elles sont déclives, qui sont plus intenses au niveau des membres inférieurs. En plus, on a des anomalies au niveau du culot urinaire. On a une protéinurie à 3 croix et une hématurie macroscopique. Donc là, vous le trouvez au niveau de cette diapositive. Donc, comme on l'a déjà dit, donc ce sont des œdèmes blancs, mous, gardant le godet et d'origine rénale. Donc, la deuxième question, devant ces œdèmes, quel diagnostic vous allez évoquer? Une GNA post-infectieuse, un syndrome hémolytique et urémique, un syndrome néphrotique pur et primitif, un syndrome néphrotique impur ou une thrombose de la veine rénale. Là, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tableau, donc d'un syndrome œdémateux associé à une protéinurie et une hématurie.
Question et vous avez 40 secondes pour répondre. Donc, merci de vous inscrire encore une fois et d'essayer de répondre aux questions. Donc, nous avons 29% de réponses pour la GNA post-infectieux, syndrome hémolytique urémique 0%, syndrome néphrotique pur et primitif 100%, syndrome néphrotique impur, pardon, 100%, et aucune réponse pour la thrombose de la veine rénale. En fait, la GNA post-infectieuse, oui, c'est un diagnostic plausible. Dans l'autre slide. C'est un diagnostic plausible devant l'hématurie macroscopique et la protéinurie. Le syndrome hémolytique urémique, c'est également un diagnostic qui reste plausible devant l'hématurie et la protéinurie. Le syndrome néphrotique pur primitif, là, on a un signe d'impureté qui est l'hématurie macroscopique, donc c'est un diagnostic qui n'est pas plausible du tout. Un syndrome néphrotique impur, oui, on a une protéinurie à 3 croix avec une hématurie macroscopique, thrombose de la veine rénale, on n'a pas d'HTA. C'est vrai, on a une hématurie macroscopique, mais on n'a pas d'HTA, on n'a pas de contact lombaire, donc c'est un diagnostic peu plausible. Donc, pour pouvoir avancer, quels examens complémentaires à visée diagnostique vous allez demander? Donc, une EPP, une NFS avec frottis sanguin, une créatinémie, une protéinurie de 24 heures, le dosage du complément sérique. Encore une fois, je vous invite à répondre au quiz pour pouvoir avancer. Merci. Pour ceux qui n'ont pas répondu, on a 15 secondes. Donc, en fait, c'est vrai, tous ces examens complémentaires sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour avoir le diagnostic, que ce soit le PP, l'NFS avec frottis sanguin, la créatininémie, la protéinurie de 24 heures et le dosage des compléments. Et la majorité ont bien répondu. Donc, le résultat de nos bilans, donc la créatininémie était à 52 micromoles par litre, et là, elle est faite pour pouvoir évaluer la fonction rénale, et cette évaluation doit se faire en calculant la clairance de la créatinine selon la formule de Schwartz modifiée chez les enfants, qui est égale à 36,5 fois la taille en centimètres sur la créate en micromoles, et pour notre patient, elle est égale à 90 ml par minute par 1,73 m². La protéinémie était à 40 g par litre, l'albuminémie à 10 g par litre et les gamma-globulines à 2,9 g par litre. Pour la protéinurie de 24 heures, elle est égale à 8,63 g par 24 heures, soit 375 mg par kilo par jour. Pour l'NFS, l'hémoglobine était à 12 g par décilitre, les blancs étaient à 11 000 éléments par millimètre cube, les plaquettes à 390 000 éléments par millimètre cube, le frottis sanguin n'a pas montré de schizocytes et le dosage de compléments pour le CH50 était à 25, il était normal, le C4 à 23 normal et C3 était légèrement élevé. Donc, devant ces données des examens complémentaires, quel est votre diagnostic? Encore une fois, je vous invite à répondre via le quiz de Slido. Et comme d'habitude, vous avez 40 secondes pour pouvoir répondre. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Une GNA, un syndrome hémolytique urémique, un syndrome néphrotique pur et primitif, un syndrome néphrotique impur ou une thrombose de la veine rénale?
Très bien, donc là, le diagnostic est clair, c'est un syndrome néphrotique impur, parce que là, on a la définition biologique du syndrome néphrotique, à savoir, on a une hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre, une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre, une protéinurie massive supérieure à 50 mg par kilo par jour, et en plus, on a un signe d'impureté qui est l'hématurie macroscopique, mais on n'avait pas les autres signes d'impureté qui sont l'insuffisance rénale organique et l'hypertension artérielle. Donc là, devant ce syndrome néphrotique impur, quelle est votre conduite à tenir? Est-ce que vous allez prescrire une corticothérapie par voie orale? Est-ce que vous allez indiquer une ponction biopsie rénale? Est-ce qu'il y a lieu à indiquer des bolis de méthylprédnisolone, un immunosuppresseur type cyclosporine ou cyclophosphamide? Alors, encore une fois, je vous invite à répondre via le quiz de Slido. Et comme d'habitude, vous avez 40 secondes pour répondre. Il reste 20 secondes. Alors, un peu plus de réponses, s'il vous plaît. Donc là, on a 53% de réponses pour la corticothérapie par voie orale, 53% pour la ponction biopsie rénale. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a lieu, on peut indiquer une corticothérapie par voie orale initialement, mais surtout, il faut bien réaliser la ponction biopsie rénale devant le signe d'impureté qui est l'hématurie macroscopique. Pour les bolis de méthylprédnisolone et les immunosuppresseurs, donc à ce stade, il n'y a pas lieu à les prescrire. Le résultat de la ponction biopsie rénale a montré des glomérules sièges d'un épaississement d'une prolifération mésangiale avec présence de dépôts mésangiaux, une prolifération extracapillaire, une fibrose interstitielle pour conclure à une glomérulonéphrite membrano-proliférative de type 1. En fait, les glomérulonéphrite membrano-proliférative de type 1, donc elle associe une hypercellularité mésangiale avec une prolifération endocapillaire, un épaississement de la paroi capillaire glomérulaire et un dédoublement des membranes basales glomérulaires et des dépôts glomérulaires de ces trois. Et normalement, il y a une classification selon trois types, 1, 2, 3, selon le type de dépôt. Mais il y a une nouvelle classification actuellement qui dépend plutôt de l'immunofluorescence. Et cette classification, elle est basée sur le dépôt de complexe IMA, vu l'activation de la voie classique du complément. Et maintenant, donc, devant cette donnée de la glomérulonéphrite membrano-proliférative, quelles étiologies vous allez évoquer? Une hépatite C ou B, une glomérulonéphrite membrano-proliférative primitive, une GNMP secondaire à un kyste hydatique, une maladie auto-immune ou une dysglobulinémie. Comme d'habitude, vous avez donc 40 secondes pour répondre. On parle plutôt de l'étiologie de cette GNMP. On a des réponses panachées, un peu de tout. Donc, on a 78% pour l'hépatite, 89% pour la primitive, 22% pour le kyste hydatique, 89% pour les maladies auto-immunes, 44% pour la dysglobulinémie. En fait, toutes ces étiologies sont plausibles. La GNMP type 1 peut être primitive ou secondaire. Lorsqu'elle est secondaire, peut être secondaire à des infections bactériennes, virales, hépatite B, C ou VIH, parasitaires comme le paludisme, l'hydatidose ou autres comme le mycoplasme, les levures, une maladie auto-immune comme le lupus, l'hépatite auto-immune, les dysglobulinémies comme la cryoglobulinémie ou la maladie de chaîne légère, les néoplasies comme les leucémies, les lymphomes et les neuroblastos. Donc, pour pouvoir avancer, quels examens complémentaires vous allez demander? Sérologie hépatite C,
sérologie hépatite B, une radiothorax, des compléments sériques, un bilan immunologique. Encore une fois, je vous invite à répondre via l'application Slido pour ce quiz. Et vous avez 40 secondes comme d'habitude. « 15 secondes. Un peu plus de réponses, s'il vous plaît. Donné, donc là, les réponses sont pratiquement justes. Donc, les sérologies hépatite C et B, 100%, oui. La radiothorax, elle est encore indiquée, les compléments sériques aussi, et le bilan immunologique. On a déjà détaillé les différentes étiologies de la GNMP, et là, ces examens complémentaires, ils sont tous nécessaires pour pouvoir avancer, pour savoir l'étiologie de cette GNMP. Donc, le résultat de nos explorations, les sérologies hépatite C et B étaient négatives, la coloration rouge Congo négative à la PBR, les anticorps antinucléaires négatifs, et pour le complément sérique, donc il a été refait avec le facteur H et le facteur I, ils étaient tous normaux. Et en plus, on a réalisé une radiothorax. Donc la radiothorax, en fait, elle était indiquée déjà pour l'étiologie de la GNMP d'une part, et en plus, on a déjà dit que notre patient avait une toux sèche traînante qui traînait depuis 2 mois. Donc là, on a réalisé cette radiothorax et elle a montré des formations kystiques bilatérales de tonalité hydrique. Donc alors, devant ces résultats, quel est votre diagnostic? Encore une fois, vous allez répondre via l'application Slido. Hépatite C ou B, GNMP primitive, secondaire inquistidatique, une maladie auto-immune ou une dysglobulinémie. Il vous reste 20 secondes. Un peu plus de réponses, s'il vous plaît. Bon, là, je crois que le diagnostic est clair. C'est une GNMP secondaire inquistidatique. Pourquoi? Primo, on a le résultat de la radiothorax qui a montré les formations kystiques. Et en plus, notre patient, il est d'origine rurale. Donc, il fallait bel et bien penser à une GNMP secondaire inquistidatique. Alors, quel est le bilan d'extension à demander? Une TDM thoracique, échographie abdominale, sérologie hydatique, TDM cérébral, échographie ou une échographie cardiaque. Vous allez, comme d'habitude, répondre via l'application Slido pour ce quiz. Et vous avez 40 secondes. Il vous reste 20 secondes. Un peu plus de réponses. Alors, voyons voir. Donc, on a 79% de réponses pour la TDM thoracique, 100% pour l'échographie abdominale, 57% pour les sérologies, pour la TDM cérébrale, 36% et l'échographie cardiaque, 57%. Alors que je ne vois pas pourquoi on va réaliser l'échographie cardiaque et la TDM cérébrale, parce qu'on n'a ni symptomatologie neurologique, ni symptomatologie cardiaque. Nous avons réalisé une TDM thoracique qui a montré 3 formations kystiques, dont la plus volumineuse intéressant la quasi-totalité du lobe supérieur droit, comprimant la veine cave supérieure et qui reste perméable. La deuxième siège au niveau du segment apico-dorsal droit et la troisième au niveau du lobe inférieur gauche. L'échographie abdominale était normale et les sérologies hydatiques étaient négatives.
Donc là, quelle est votre conduite thérapeutique devant cette GNMP secondaire à un kyste hydatique? Est-ce que donc, vous allez répondre comme d'habitude via le quiz de Slido? Donc vous avez 40 secondes. Donc est-ce qu'on va traiter par une cure chirurgicale les kystes? Est-ce qu'on va indiquer une corticothérapie à base de prédnisone à la dose de 2 mg par kilo par jour? Est-ce qu'il y a lieu à prescrire du captopril à la dose de 0,5 mg par kilo par jour, la cyclosporine ou le dipyridamol à la dose de 2 comprimés par jour? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Je suis curieuse de savoir les réponses. Donc là, on a 100% pour la cure chirurgicale des kystes, 44% pour la corticothérapie, pour les IEC seulement 11%, pour la cyclo 0%, heureusement, pour la dipyridamol 2 comprimés par jour, on a aussi 0%. En fait, là, le traitement est basé sur 2 volets. Le traitement de l'étiologie de la GNMP, donc là, pour le kyste hydatique, donc on a opté pour la cure chirurgicale des kystes avec la dipyridamol. Et pour le traitement du syndrome néphrotique impur, en fait, il n'y a pas de consensus pour la GNMP. Donc là, pour les immunosuppresseurs, à savoir les corticoïdes ou autres, ils ont une place. Donc là, on a opté pour notre patient pour la corticothérapie à la base de la prédnisone 2 mg par kilo par jour initialement. Et puis, et associé aux IEC. Par contre, pour les IEC, là, ils ont une place dans toutes les GNMP. C'est le seul traitement pratiquement qui est consensuel à une dose néphroprotectrice. Et là, dans la littérature, il y a même une place au rituximab et voire même à l'éculizumab, étant donné qu'il y a, dans la physiopathie de la GNMP une altération de la voie classique du complément. Donc, l'observation de notre patient a été publiée en 2010 dans le South African Medical Journal. Et là, en fait, on l'a publié vu la bonne évolution de notre patient qui, au bout de 6 mois, initialement, il avait une TDM thoracique sans anomalie. Il a normalisé son EPP et la protéinurie, elle est restée inférieure à 10 mg par kilo par jour. Et en plus, après un recul de 11 ans, il a toujours une fonction rénale normale, malgré que la GNMP, elle peut évoluer dans 50% des cas vers l'insuffisance rénale terminale au bout de 10 ans d'évolution. Merci pour votre attention.